Bonne année les loulous, quelles sont vos bonnes résolutions pour cette année 2025? Rendez-vous bien compte qu'en ce 5 janvier, dimanche du jour où je vous parle, nous sommes désormais plus proches de l'année 2050 que de l'an 2000. Si cela ne vous met pas un sale coup de vieux comme à moi, c'est que vous êtes bien jeune. Quelles sont vos bonnes résolutions pour cette année? Personnellement, je vous prévois 21 épisodes minimum pour cette année 2025, ce qui doit nous mener en fin d'année 2025, si vous êtes fort en mathématiques, à 30 épisodes. Puis nous verrons où nous en sommes à ce moment-là. Premier bilan des 10 épisodes. C'était bien agréable, bien intéressant d'enregistrer ces 10 épisodes. J'ai appris, moi également, beaucoup de choses en les réalisant et j'espère qu'ils apporteront également énormément à tous les auditeurs que ce podcast, que cette émission pourra avoir. Je vous souhaite donc une excellente année. Bien évidemment, je ne vais pas être original. Je vous souhaite, comme tout le monde, une excellente santé en tout premier lieu. Mais je vous rappelle, là, pas comme tout le monde, que votre santé, vous en êtes en grande partie responsable. Il y a malheureusement parfois des coups du sort terribles, y compris chez des gens qui font tous les efforts nécessaires pour préserver leur santé, mais dans l'immense majorité des cas, votre santé, c'est vous qui en êtes les responsables. Nous avons un nouveau gouvernement, youpi. Je suis fonctionnaire, mais je n'ai pas l'impression de voler l'argent que je gagne, le fruit de mon travail auprès de la jeunesse, auprès des jeunes et des enfants que j'apprécie. Les 2 000 € mensuels que je récupère, donc c'est de cela que je parle. Les politiques qui nous gouvernent nous gouverneront et cesseront bientôt, je l'espère, de nous gouverner. Ceux-là même qui nous disent en banqueroute et qu'il nous faut désespérément rechercher de l'argent. Je vous rappelle que la maire de la grande ville de Paris, la ville de l'amour, la ville lumière, a fait un léger écart de salaire, non pas de salaire, mais de dépenses du contribuable de une broutille, 30 000 €. Il nous faut donc désespérément rechercher de l'argent. Moi, j'ai des solutions. Nous avons 3 fois plus de politiques, sénateurs, appelez-les comme vous voulez, sages mes couilles. Ils sont donc 3 fois plus nombreux qu'en Allemagne ou qu'aux États-Unis. Et donc, voilà, vous voulez faire des économies. Moi, je sais où en trouver si vous me nommez dictateur de ce pays. Eux donc, payés par nous, qui devraient travailler pour nous, pour le bien de ce pays, mais ensemble si loin, sont donc payés par nous et parviennent quand même à cracher sur la main qui les nourrit. Et pire encore, mais plus fort encore de leur point de vue, ils parviennent à faire en sorte que les mains qui les nourrissent se tirent dessus. Cessons donc, de droite comme de gauche, de nous tirer dessus, et passons à la suite. Cessons d'écouter cette merde. Soutien total aux agriculteurs qui sont actuellement sur Paris. Je n'ai pas trop suivi où ils en sont. Et il est actuellement près de 16 heures le 5 janvier au moment où j'enregistre. J'espère que tout se passe bien pour eux, qu'ils parviendront à se faire entendre. Nous sommes ce que nous mangeons et il me semble que nous sommes de plus le pays de la gastronomie. Que vaut-on alors si l'on ne défend pas littéralement les gens du pays ? De droite comme de gauche, je suis persuadé aujourd'hui qu'il est temps de dégommer une fois pour toutes cette république de chauffards. Pour reprendre Idriss Aberkan, et encore une fois que l'on soit de droite comme de gauche, la politique doit ou devrait à tout le moins œuvrer pour le bien commun. Nous payons nos chauffeurs. À l'heure où ils envoient tout le monde dans le mur, il est grand temps de demander l'arrêt de ce taxi branlant, de ce tuk-tuk, si je peux me permettre cette blague légèrement raciste, je le reconnais, et ensemble, par notre force de travail et nos valeurs communes, recréer un modèle de voiture qui roule. Cela suffit pour la métaphore. Bonjour, bonsoir les loups et loulous et bienvenue dans l'émission Prof de droite. L'émission qui distribue des uppercuts éducatifs avec élégance, bienveillance mesurée et un mélange bien épicé de bonne humeur et de colère. Les high kicks de ce podcast feront valser en 2 mouvements 3 temps, bien des protège-dents des bords de Seine jusqu'au sommet des Alpes, jusqu'au bord de l'océan Atlantique, dans le creux des vagues basques les plus fraîches, jusque dans les pâturages pyrénéens, jusque dans les assiettes grasses et juteuses de Bretagne et du Nord, jusque dans les richesses du sud de la France et tout ceci enfin, en passant par la plus belle région du monde, et plus encore, à la période de Noël, l'Alsace. Et si tu n'es pas d'accord, pose-moi donc ce transistor si t'as la ref, fais l'effort d'écouter ce podcast jusqu'au bout avant de le commenter,
et prends donc un bretzel avec un P et certainement pas un pretzel comme diraient les Américains. Et je ne parle évidemment pas des saloperies honteuses que l'on retrouve dans vos apéros, mais d'un vrai salé bretzel, comme moi. Cette émission, puisqu'ici l'on tâchera au maximum de parler français, durera une petite heure. Désormais, nous parvenons à tenir notre objectif, point de vue temporel, et elle est disponible sur YouTube, Deezer et Spotify. Nous promouvons ici, nous nous battons pour retrouver une société disposant d'un corps sain, dans un esprit sain au service d'une jeunesse harmonieuse et équilibrée, et ce pour une nation éduquée et bien éduquée, afin que les individus qui la composent aient comme objectif commun de l'améliorer, de la faire progresser constamment. Un vocabulaire éloigné donc du vocabulaire actuel des enseignants. Rien de grave, cela viendra tout comme le public pour ce podcast. Foi et confiance dans ce que je propose au travers de cette émission. Et bonne résolution pour l'année 2025, je ne vous ai d'ailleurs pas donné les miennes. Nous allons poursuivre le travail et simplement je vais essayer de lire davantage et de reprendre également plus encore la guitare, ce qui me permettra de vous proposer de plus jolies ritournelles. Cette émission est également d'un point de vue personnel un excellent exercice afin de hiérarchiser et ordonner mes pensées pour faire entendre en anonyme pour le moment du moins une voix de prof comme on n'en entend jamais. Je m'astreins par cela à une discipline de pensée et de transmission non seulement à mes élèves de par mon métier hors antenne, mais à vous également. Je vous présenterai dès lors mes opinions réfléchies, les valeurs que je partage et défends, afin que les parents nous rappelleront chaque fois que la famille reste la première éducatrice de notre jeunesse, futurs parents, profs et tout membre de la communauté éducative, ou même les curieux, et il est bien de l'être, et les anciens, que je salue, sachent ce que vivent les enfants et ce que vivent les profs également à l'école. Nous aborderons les problèmes des enseignants tout en défendant toutes les autres professions valables et vertueuses, et en clamant haut et fort que les enseignants ne sont pas les plus à plaindre d'une part et sont en plus en grande partie responsables de la merde dans laquelle ils se retrouvent parfois plongés, aujourd'hui d'autre part. Nous rappellerons également chaque fois que faire se peut et chaque fois que cela sera nécessaire aux professeurs la notion de neutralité politique. Vous me direz que je ne la respecte pas toujours, certes loin s'en faut, mais vous êtes des adultes responsables, capables de vous faire vos propres opinions, d'éteindre également le podcast si vous le souhaitez. Personne ne vous enjoint à gober tout ce que je raconte sans y réfléchir, au contraire, j'espère une écoute active. Et si seulement je pouvais avoir des débats auxquels répondre dans les commentaires ou par message privé, encore plus lorsqu'il s'agit de bourrer le crâne d'enfants de valeurs antinaturelles, ce qui a un nom, en plus de me briser les noix, soyons honnêtes, au mieux manipulation d'esprit en cours de formation dont nous avons la charge, ce qui est un titre un peu long et un peu pompeux, je vous l'accorde, mais j'ai plus simple pour vous, pédocriminalité. Ça tient en un mot. Il va falloir réapprendre à forger l'esprit critique de la communauté enseignante, comme des élèves, à retrouver valeurs et vertus perdues ou en voie de perdition. Voilà nos combats essentiels, ne cédons pas aux modes et aux pseudo-dictates moraux, aux conséquences catastrophiques sur notre jeunesse, montrons la voie à la future génération. Pour résumer en mots-clés ce que vous retrouverez dans cette émission, promotion du goût de l'effort, du travail et défense de la beauté de notre pays, discussion et aiguisage de nos esprits critiques, adoption d'une mentalité positive, sortie de la torpeur, négativité, pensée unique, passage à l'action. Podcast salé, sans langue de bois, qui aura pour but ultime de lutter contre le nihilisme ambiant dans ce beau pays, de faire évoluer l'école, pourquoi pas notre société. Point de fausse modestie ici. Dirigeons-nous vers un modèle bien plus sain. Cette émission sera bien entendu préparée en amont, mais je ne ferai pas de travail de redécoupage. J'ai d'autres projets, à mener dans cette vie. J'espère que vous pardonnerez donc les bégaiements, égarements, prises d'eau et de caféine lors de l'enregistrement pour l'authenticité que cela apportera au podcast. Et même, vous l'avez entendu déjà par 2 fois, les notifications que j'ai oublié de mettre sous silencieux. Plan, aujourd'hui, épisode de la misogynie. Non, je plaisante. Simplement, peut-on se poser la question, aujourd'hui a-t-on le droit de se poser la question, n'y a-t-il point trop de femmes dans l'éducation nationale, du moins dans le premier degré, pour un développement réel et harmonieux de tous nos élèves. Deuxième partie, un ouvrage, aujourd'hui Julien Rochdy. Troisième partie, un article sur une école non mixte. Quatrième partie, une citation qui sera plutôt un texte
de Monsieur Clavé que j'ai emprunté à Stéphane Edouard qui l'avait déjà partagé et que je reprends donc encore une fois. Enfin, un nouveau mot que je ne vais pas vous dévoiler tout de suite. Et nous sommes partis. Sujet ô combien intéressant. Trop de femmes à l'éducation nationale premier degré. Petite analyse approfondie sur la féminisation du corps enseignant dans l'éducation primaire uniquement et ses implications sur le développement des garçons notamment, enrichie de données historiques, biologiques et philosophiques que j'ai pu glaner à droite, à gauche sur notre cher net. Contexte actuel, une féminisation marquée de l'enseignement primaire. Au sein des écoles primaires de France, environ 84% des enseignants sont des femmes. Et ce chiffre monte à près de 100% en maternelle. Ce phénomène, loin d'être spécifique à la France, est visible dans de nombreux pays. Au sein de l'OCDE, les femmes représentent en moyenne 82% des enseignants du primaire. En revanche, au-delà de cette tranche d'âge, on observe une augmentation progressive de la proportion d'hommes dans les niveaux d'enseignement supérieurs. Une tendance historique, donc qui ne date pas d'hier, c'est un peu la définition de historique. La féminisation de l'enseignement, particulièrement dans les niveaux inférieurs, a des racines historiques donc. Au Moyen-Âge, l'éducation des jeunes enfants était confiée aux femmes, tandis que les hommes intervenaient dans les niveaux plus avancés. L'étymologie même du terme maternelle, je n'ai pas cherché, je l'avoue, d'où cela vient et de quand ça date, mais reflète déjà cette assignation genrée des rôles éducatifs, les premières institutions pour jeunes enfants étant souvent dirigées par des femmes dans une optique de soins et d'éducation morale. Qu'il s'agisse des ATSEM ou des professeurs des écoles qui enseignent au sein des classes de maternelle, il n'y a quasiment que des femmes. Et dans mon parcours, j'ai fait 1 an dans ma vie en moyenne section. J'ai plus ou moins apprécié grâce à l'ATSEM qui était avec moi, mais j'ai clairement dit plus jamais. Conséquences pour le développement des garçons. Absence de modèle masculin, pour démarrer. Le rôle des enseignants va bien au-delà de la transmission des savoirs. Les enseignants servent également de modèle, je l'ai suffisamment répété, pour les élèves, influençant leur comportement, leurs aspirations et leur perception des rôles de genre. Une faible présence masculine pourrait avoir plusieurs impacts sur les garçons. Difficulté à s'identifier, les garçons en bas âge, cherchant des figures masculines pour définir leur propre identité, peuvent ressentir une lacune dans leur environnement éducatif. C'est déjà Bourdieu qui le disait en 1998. Stéréotype de genre renforcé. L'idée que les hommes ne sont pas naturellement adaptés au métier de l'éducation peut être renforcée, perpétuant une répartition genrée des rôles sociaux. Mais vous savez que mon opinion sur ce sujet, c'est que si c'est comme ça depuis des siècles, c'est peut-être parce qu'il est naturel que ce soit les femmes, et ce n'est ni une bonne ni une mauvaise chose, que les femmes s'occupent que ce soit des garçons ou des filles, dans les premières années de la vie. C'est comme cela depuis des siècles, et apparemment ce n'est pas prêt de changer. Une pédagogie souvent adaptée aux filles. Voilà un point qui me semble intéressant. Des recherches ont montré que les pédagogies employées dans les écoles primaires majoritairement conçues et mises en œuvre par des femmes donc, tendent à mieux correspondre au style d'apprentissage des filles. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Tomassini, 2012. Les filles sont souvent plus précoces dans le développement du langage et de l'autorégulation, 2 compétences valorisées dans les environnements scolaires classiques. Les garçons, en revanche, qui peuvent avoir besoin d'une approche kinesthésique ou d'un environnement moins structuré, risquent d'être marginalisés. Éducation émotionnelle et virilité. Les garçons sont souvent socialisés dans un cadre qui valorise la force, l'autonomie et la maîtrise de soi, mais ces qualités peuvent être sous-représentées dans des environnements fortement féminisés. Cela peut poser des défis lorsqu'il s'agit de cultiver des traits masculins, équilibrés et positifs, et vous savez que pour moi c'est tout à fait naturel qu'un homme soit un homme, qu'un garçon soit un garçon, ce qui ne veut pas dire que je souhaite que les garçons soient des bourrins virils, soyez intelligents s'il vous plaît, pas d'abrutis dans les auditeurs de mon émission, telles que la responsabilité, le courage ou le leadership, là aussi des qualités que l'on retrouve généralement plutôt chez les hommes.
Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, merci, que cela n'existe pas chez les femmes. Cessez donc d'être con. Merci. Prenez de bonnes résolutions pour 2025. Perspectives biologiques et évolutionnistes. Effet sur la testostérone des pères. Des études montrent que les premiers mois de la paternité entraînent une baisse temporaire des niveaux de testostérone chez les hommes, une adaptation évolutive qui favorise leur implication dans les soins aux enfants. Cependant, une exposition prolongée à un environnement purement axé sur les soins peut maintenir cette baisse et réduire certains comportements associés à la testostérone comme la prise d'initiative ou la compétitivité. Petit rappel encore une fois, sans compétition, vous êtes mort. Hein. D'accord ? Le jour où vous n'avez plus de stress et plus de compétition en vous, c'est que vous êtes mort. Ces caractéristiques biologiques peuvent être liées à la nécessité historique des hommes d'assumer des rôles de protection et de subsistance dans des environnements adverses. Et gna gna gna, les féministes, oui, bah les hommes meurent à la guerre, et jeunes, hein, historiquement jeunes à la guerre. Rôle genré et épigénétique. La différenciation des rôles éducatifs entre hommes et femmes pourrait également avoir des racines épigénétiques remontant à des stratégies de survie dans les environnements primitifs. Oh là là, la préhistoire, qu'est-ce que c'était bien, hein, quand on mourait à moins de 20 ans en chassant le mammouth. Cela soulève la question, la féminisation extrême de l'enseignement va-t-elle à l'encontre de ces adaptations profondes ? Étude de Sapolsky, Feduski, 2017. Sapolsky, 2017. C'est pour reprendre les blagues de Caméra Café, pourtant j'ai pas aimé ça. Mais pourtant j'adore le café. Oh oui, bon, 2025, essayons de faire des blagues drôles. Pardon, bonne résolution, on est parti. Question des classes non mixtes, que nous réaborderons dans une partie ultérieure. Argument en faveur de la non-mixité. Voilà un discours que vous entendez fort peu, je pense. Certains chercheurs et pédagogues plaident pour un retour aux classes non mixtes, en s'appuyant sur plusieurs arguments. Moins de distractions sociales, les garçons et les filles peuvent mieux se concentrer sur leurs études sans l'interférence des dynamiques sociales liées au sexe opposé. Approche pédagogique ciblée dans un environnement non mixte, les enseignants pourraient adapter leurs méthodes pour répondre aux besoins spécifiques de chaque sexe. Développement identitaire renforcé, les garçons pourraient bénéficier de l'influence de figures masculines dans des environnements éducatifs qui valorisent les qualités associées à leur identité. Argument contre la non-mixité, puisque je ne suis pas un politique, moi j'essaye d'avoir les arguments de tous les partis, sans eux. Cependant, la séparation des sexes n'est pas sans controverse, bien évidemment. Risque de stéréotypes renforcés, séparer les élèves en fonction de leur sexe pourrait solidifier les idées préconçues sur les rôles genrés. Vous savez que c'est pas moi que ça va choquer. Difficulté d'intégration sociale ultérieure, l'école joue un rôle clé dans la préparation à une société mixte et l'absence d'interaction entre les sexes pourrait limiter cette préparation. Voilà un argument un peu plus intéressant. Mais on est à l'école pour travailler, il me semble, et il existe pour cela les associations sportives d'art, de culture, etc., où les garçons qui sont en classe non mixte pourraient retrouver et rencontrer des filles, et les filles inversement. Solution possible pour équilibrer le développement des garçons, essayer de diversifier le corps enseignant, mais je suis totalement contre les politiques de quotas, politiques de bourse, etc. Et encore une fois, si cela fait des siècles que c'est comme ça, c'est qu'il y a une raison que nous ne maîtrisons pas et qui est peut-être tout simplement naturelle. Les hommes ne sont pas faits pour cela. Encourager activement les hommes à se tourner vers les métiers de l'enseignement, notamment dans le primaire, par le biais de campagnes de sensibilisation et de politiques incitatives, les bourses, les quotas, etc. J'ai dit, moi, je pense que ce n'est pas du tout une bonne solution. Repenser les approches pédagogiques, développer des pratiques pédagogiques inclusives qui tiennent compte des différences de développement entre garçons et filles, comme des activités plus physiques ou compétitives, adaptées aux besoins des garçons. Oh là là, les garçons, quelle horreur, ils veulent de la compétition. Oui, je suis taquin. Valorisons les rôles masculins, introduire des figures masculines dans des rôles éducatifs ou parascolaires, animateurs, mentors, intervenants, pour diversifier les modèles auxquels les garçons peuvent s'identifier. Expérimenter, pourquoi pas, la non-mixité. Menons des expérimentations sur des classes non mixtes pour évaluer leur impact sur les performances scolaires et le développement social, en s'assurant d'éviter tout risque de discrimination. En conclusion, la féminisation, je retiens une quinte de tout terrible.
La féminisation de l'enseignement primaire, bien qu'historiquement et socialement justifiée, mérite une réflexion approfondie sur les effets à long terme, en particulier sur le développement des garçons, pour qu'ils deviennent des garçons. Et oui, j'ai dit cette phrase. En diversifiant le corps enseignant, en adaptant les pratiques pédagogiques et en explorant des modèles éducatifs alternatifs comme la non-mixité, il est possible de promouvoir une éducation plus équilibrée, respectueuse des différences entre les sexes. Rappel, je ne veux pas, et là c'est moi qui parle, d'une société où les deux sexes sont identiques et non identifiables ou non séparables, on ne peut plus les distinguer l'un de l'autre. Je veux des sexes qui se complètent, donc respectueuses des différences entre les sexes, tout en cultivant justement leur merveilleuse complémentarité. Deuxième partie, analyse d'un ouvrage. Aujourd'hui, l'homme de droite selon Nietzsche et Rushdie, Julien de son prénom, entre grandeur et enracinement. Dans une perspective nietzschéenne, l'homme de droite serait d'abord un homme qui aspire à la grandeur. Il incarne une figure aristocratique, non pas dans un sens matériel ou héréditaire, mais dans sa capacité à se dépasser et à se situer au-delà de la médiocrité, inspiré par la notion de surhomme, Übermensch, en alsacien. Cet homme cherche à ordonner sa vie selon des valeurs qui élèvent l'esprit et le corps. Vertus morales et physiques, Nietzsche insiste sur l'unité du corps et de l'esprit, et Rushdie prolonge cette idée en affirmant que l'homme doit cultiver la force physique autant que la force morale. Vous pouvez vous rappeler du Kalos Kagatos. L'homme idéal de droite serait donc un homme complet à l'image d'une image que j'apprécie grandement, l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, où l'harmonie et la proportion reflètent une union parfaite entre le corps sain et l'esprit élevé. La notion de Kalos Kagatos nous vient tout droit de la Grèce antique et rappellera la notion d'humilité, ou le devrait à tout le moins à tous ceux qui prétendent que rien ne va aujourd'hui et qu'il nous faut absolument tout chambouler. Physiquement, cela implique de respecter et d'entretenir son corps par l'exercice, la discipline, une alimentation de qualité. Coucou les agriculteurs qui sont actuellement en train de se battre pour nous. Un homme fort physiquement est mieux préparé à affronter tous les défis de la vie, un thème cher à Nietzsche pour qui la vie est lutte et dépassement. Moralement, cet homme se distingue par son sens de l'honneur, sa capacité à prendre des décisions difficiles et son ancrage dans des valeurs intemporelles, ainsi que son refus du ressentiment. Il ne se plaint pas du monde, simplement pour s'en plaindre, mais agit pour le transformer. Voilà un point qui n'est point évident, mais je vous enjoins à le méditer. Le temps du commentaire négatif doit arriver à son terme. Il nous faut aujourd'hui agir. Et agir, c'est se sortir de la médiocrité, physiquement, moralement, spirituellement, vestimentairement, même. Le relativisme, la tolérance absolue sont intolérables aujourd'hui si l'on souhaite survivre, faire vivre, resplendir nos valeurs. La quête d'excellence. Rushdie, inspiré par Nietzsche, propose une critique virulente de la médiocrité promue par la modernité égalitariste. L'homme de droite, ou l'homme droit, simplement si des profs un peu malades au point de ne pouvoir prononcer aujourd'hui les termes « je suis de droite » sans trembler du menton et du genou dans lequel ils ont pris une flèche, m'écoutent, devraient, au contraire, rechercher l'excellence dans tous les domaines, intellectuels, esthétiques, professionnels, spirituels. Cela suppose une rigueur personnelle et une capacité à s'élever au-dessus de la médiocrité, au-dessus de l'immédiateté et des distractions futiles. Gardez cette notion d'immédiateté, je vais y arriver, en tête, nous en reparlerons au moment d'aborder la partie citation, qui sera en réalité un petit texte. L'enracinement, une dimension fondamentale de cet homme est son attachement à son héritage culturel, spirituel, géographique, tout comme à un bon Alsacien que je suis. Il s'inscrit dans une tradition qu'il respecte et prolonge. Pour Nietzsche, cet enracinement est essentiel pour ne point sombrer dans le déracinement nihiliste qui détruit les valeurs. Dois-je rappeler ce qu'est le nihilisme, le goût du rien, voire l'envie de détruire, de se détruire, de mourir qui est de loin mon plus grand combat. Vous l'avez entendu en 10 épisodes désormais,
Il peut m'arriver de taquiner légèrement sur d'autres sujets, mais mon combat est là, redonner le cap, pour réutiliser un anglicisme, un horizon plutôt, à atteindre en s'élevant puisque la terre étant courbée, il nous faut sans cesse nous élever en nous redressant afin de voir plus loin, et chacun peut s'élever à une hauteur à laquelle il n'est point encore. Une écologie nietzschéenne, le respect de la vie et des équilibres. Nietzsche, bien qu'il ne soit pas explicitement écologiste, prône une éthique du respect pour la vie et les forces vitales. Dans une interprétation moderne, Julien Rochdy associe cette éthique à une écologie qui démarre par le soin de soi-même, son corps, son esprit, et s'étend à l'environnement immédiat. L'écologie du foyer. Nietzsche invite à une forme d'ordre dans l'existence, une idée qui peut être transposée à l'espace physique. L'écologie commence par prendre soin de son lieu de vie, de ses proches et de ceux qui nous entourent, le local donc. Manger des produits locaux issus du terroir est une manière de respecter à la fois son corps et son peuple. Ces produits sont plus nutritifs, plus sains et soutiennent les agriculteurs locaux. Porter des vêtements de qualité fabriqués dans des conditions éthiques et durables est un acte à la fois esthétique, économique et écologique. Veuillez m'excuser. Un beau costume français ou italien qui durera des décennies incarnera cette philosophie du long terme en opposition à la mode, au prêt-à-porter qui finira prêt à jeter et fabriqué à l'autre bout du monde parfois par des enfants qui plus est. Respect élargi de la nature, l'homme nietzschéen ne consomme pas la nature ou du moins avec modération, tout comme une meute de loups dont nous avions parlé au 2e épisode, l'homme nietzschéen, s'il tue, c'est pour consommer derrière, ce n'est absolument pas pour son unique plaisir. Il la respecte et la protège, car elle est le miroir de sa propre vitalité. Encore une fois, si l'on parle agriculture, il faut penser écologie dans le sens préserver la qualité des sols, et non pas uniquement mesurer l'épée de vache. Et croyez-moi, ce n'est pas juste une blague. Le respect de l'environnement est ainsi une conséquence logique d'une vie vécue selon des principes d'ordre, de beauté, rappelons qu'elle n'est point subjective, et de grandeur. Et certainement pas des slogans hurlés par des fous aux cheveux emplis de produits chimiques portant au bout de leurs bras immondes des pancartes qui finiront jetées le soir même, dans les rues. Un patriotisme écologique, l'écologie n'est point un cosmopolitisme abstrait, mais une responsabilité envers son propre territoire et ses concitoyens. Et dans concitoyens, il y a toi. Soutenir les artisans agriculteurs et producteurs locaux n'est pas seulement un acte économique, mais aussi une manière de renforcer le tissu social et culturel d'un peuple. Et ce doit être partie intégrante de nos actes réels d'hommes droits ou de droite, encore une fois, selon ce que vous préférez et ce qui est le plus chaste à vos oreilles. Conclusion, l'homme de droite comme modèle nietzschéen. L'homme de droite, comme défini par Julien Rochdy et Nietzsche, comme il pourrait l'imaginer, est un bâtisseur, petit clin d'œil à une chaîne que j'apprécie. Il allie force physique et morale, enracinement et ouverture à la grandeur. Il est un défenseur de la qualité, de la beauté, de la durabilité, que ce soit dans ses actions, ses possessions ou ses relations. Cette vision trouve un écho dans une écologie exigeante. Oui, je continue à leur taper dessus, mais l'exigence, comme l'ambition, sont des termes importantissimes à saisir que ces barges considèrent aujourd'hui comme dépréciatifs. Si ce n'est pas preuve qu'ils sont malades, j'ignore ce qu'il vous faut, qui commence par un respect de soi-même et s'étend à un respect du monde. Et là, je termine en citant, non pas Cyrano de Bergerac, mais Papacito, vous ne l'avez point vu venir. Pour être respecté, il faut avant tout, ou il faut d'abord être respectable. C'est une écologie enracinée, esthétique et éthique, où chaque choix alimentaire, vestimentaire, économique, spirituel ou physique reflète une recherche de l'excellence et de l'harmonie avec la nature. Troisième partie, mise en corrélation d'un article de journal et d'un article scientifique sur le sujet des classes non mixtes. Exploration approfondie de la non-mixité scolaire, perspective médiatique et scientifique. Une étude de cas, ouverture récente d'une école non mixte à Châtillon-sur-Chalaronne. En 2024, l'annonce de l'ouverture de la maison d'éducation Pauline-Marie Jaricot, qui était une missionnaire du 19e siècle, une missionnaire chrétienne évidemment, fondatrice de l'association de la propagation de la foi, devenue l'œuvre pontificale de la propagation de la foi. Elle a lutté contre la misère ouvrière, ce qui est rigolo puisqu'aujourd'hui
Le monde ouvrier étant à gauche, elle se fait taper dessus par ce pan-là. Donc, à Châtillon-sur-Chalaronne, près de Lyon, a déclenché un débat public intense, puisque les gens ne savent plus que commenter et ne savent plus soutenir, ils n'ont qu'à ne pas inscrire leur enfant dans cette école-là. Enfin bon, bref. Cet établissement scolaire, qui accueillera uniquement des jeunes filles, est soutenu par des organisations catholiques et traditionnalistes. Les motivations derrière ce projet: valeurs religieuses et morales. Les initiateurs de l'école affirment vouloir offrir un cadre éducatif aligné sur les valeurs catholiques traditionnelles, mettant en avant une formation éthique et morale centrée sur les jeunes filles. Préservation d'une culture éducative spécifique, ils estiment que la non-mixité permet de renforcer la concentration, l'autodiscipline et l'identité personnelle des élèves. Les motivations, les voici sur leur site: formation artistique, excellence scolaire, éducation à la liberté, épanouissement spirituel, formation artistique. Je trouve cela dur à critiquer négativement personnellement, puis encore une fois, si je n'ai pas envie d'y inscrire mes enfants, je ne les y inscris pas. Mais bon, bref, dans ce pays à la con, on ne sait que critiquer négativement et on oublie qu'une critique peut également être positive. Bien, les réactions donc, de nombreux observateurs, y compris des figures publiques et des associations, ont dénoncé avec force ce qu'ils considèrent comme un retour en arrière. Encore une fois, sans chercher à savoir si peut-être parfois un retour en arrière ne serait pas une bonne chose. Bref, ce monde est stupide. La mixité est perçue comme un acquis indiscutable de l'éducation. Retenez le indiscutable, on est devenu tellement bête qu'on ne peut plus avoir une opinion sur ce sujet-là et du coup en discuter. Il n'y a rien d'indiscutable selon moi. À part... Coucou Libération. Ça, c'est indiscutable. Bref, de l'éducation moderne favorisant l'égalité des sexes et la préparation à une société mixte. Ça, c'est un argument que je peux entendre. Des gens qui recrachent sans avoir même tenté de le digérer, le discours qu'on leur vomit dans les oreilles, sans l'ombre d'un esprit critique. Quand je vous dis qu'il va falloir retravailler sur la réobtention possible d'un esprit critique. La crainte de promouvoir des stéréotypes genrés et d'isoler les élèves des réalités sociales est fréquemment évoquée. Idem, argument entendable, mais sans jamais se poser la question: est-ce réellement un problème? Ou êtes-vous deux sombres merdes incapables d'avoir un avis d'une part, mais ayant la prétention infinie de vous placer au-dessus de la nature? Oh oui, je démarre fort en 2025. Quelques soutiens toutefois. Les défenseurs soulignent la liberté de choix éducatif et l'importance de respecter les convictions religieuses des familles. Certains parents estiment que les environnements non mixtes permettent de limiter les distractions et de renforcer les performances académiques. En tout cas, je note qu'il est intéressant d'essayer où est passé le goût pour l'expérimentation. Premiers résultats observés, l'école n'a point... faut que j'arrête avec ça, ça fait trop. L'école n'a pas encore ouvert ses portes, mais des exemples similaires en France et ailleurs montrent des résultats variables. En général, les élèves dans des environnements non mixtes rapportent moins de distractions en classe et une meilleure atmosphère d'apprentissage. Les garçons, je suis désolé de le dire, ne cherchent pas à impressionner les filles et les filles sont plus tranquilles. Cependant, ces bénéfices dépendent fortement du contexte social et des méthodes pédagogiques. Analyse scientifique, la non-mixité scolaire en débat. Une étude publiée dans la revue Carrefour de l'éducation en 2018 examine les effets de la non-mixité scolaire sur les performances académiques et le développement personnel, disponible sur le site kern.info. Les principaux enseignements de l'étude: performances académiques. Aucune différence significative n'est observée entre les élèves des écoles mixtes et non mixtes en termes de résultats scolaires, après contrôle des variables socio-économiques. Sujet forcément dont il faut tenir compte. Toutefois, certaines études dans des contextes spécifiques, notamment aux États-Unis, montrent des bénéfices pour les filles en mathématiques et en sciences, matières traditionnellement perçues comme masculines, et donc cela devrait faire grand plaisir aux féministes que de voir que les filles dans des écoles non mixtes avec donc uniquement des filles deviennent meilleures en mathématiques et en sciences. Ce serait donc intéressant de creuser ça. Où est passé notre goût pour l'expérimentation? Développement personnel. Les élèves des écoles non mixtes rapportent une perception accrue de la camaraderie et une réduction des pressions sociales liées à la séduction ou à la compétition entre sexes. Cependant,
La non-mixité pourrait limiter la préparation des élèves aux interactions professionnelles et sociales dans un monde mixte. On va éviter peut-être le complet vase clos avec des activités extrascolaires qui, elles, pourraient être mixtes. Les arts, le sport, la culture, mais on va à l'école, encore une fois, il me semble, pour travailler, ou en tout cas on devrait y aller pour travailler. Effet différencié selon le genre, les garçons pourraient bénéficier davantage de la non-mixité, notamment en termes de concentration et de comportement, et en termes de méthodes d'apprentissage qui pourraient être plus adaptées, alors que les filles semblent, elles, plus en mesure de s'adapter aux environnements mixtes. Critique de la non-mixité dans l'étude, risque de renforcer les stéréotypes genrés, en particulier dans des environnements où les différences entre sexes sont exagérées ou mal comprises. Encore une fois, je vous demande de vous poser la question, est-ce réellement un problème que les hommes soient des hommes et les femmes soient des femmes? Interrogez-vous. Absence d'un cadre clair pour évaluer les avantages de la non-mixité par rapport à des approches pédagogiques innovantes favorisant une meilleure mixité. Mise en parallèle des perspectives, petit tableau à double entrée, selon donc l'article de journal pour le Lyon Magazine qui parlait de l'école, motivation de la non-mixité, les valeurs religieuses, la concentration des élèves, les critiques, la régression sociale, les stéréotypes genrés, les bénéfices supposés, des réductions des distractions, un cadre adapté aux apprentissages et les limites constatées non représentatives de la société. Évidemment, puisque j'imagine que le coût est assez élevé, donc les différences socio-économiques jouent effectivement forcément dans les résultats qui seront observés dans cette école, qui, je n'en doute pas, aura d'excellents résultats. L'article scientifique du Carrefour de l'éducation, enfin des Carrefours de l'éducation, motivation de la non-mixité, recherche sur les performances et comportements, critique, renforcement des différences genrées, manque de préparation sociale, bénéfices supposés, concentration accrue pour les garçons, sentiment de camaraderie renforcé, limites constatées, aucun impact académique net avec les effets contextuels. Conclusion et pistes de réflexion. Pour les écoles comme la maison d'éducation Pauline-Marie Jaricot, ces initiatives reflètent des préoccupations éducatives spécifiques, mais elles se heurtent à des critiques sur leur pertinence dans une société moderne. Les débats révèlent une tension entre liberté de choix éducatif et promotion de l'égalité des sexes. Je pense que vous avez compris que je n'aime pas vraiment la notion d'égalité, qui, il me semble, est un leurre agité devant les Gaulios pour leur éviter de regarder le monde droit dans les yeux. Les sexes ne sont pas égaux, en les égalisant, on les perd tous deux, ils doivent être complémentaires et s'enrichir de cela. Pour la recherche scientifique, la non-mixité ne constitue pas une solution universelle. Ces effets dépendent des méthodes pédagogiques et des contextes culturels. Des recherches supplémentaires seraient nécessaires pour déterminer si certains groupes d'élèves bénéficieront davantage de la non-mixité, notamment dans les contextes d'inégalité ou de stéréotypes forts. Et là, disons-le, y aurait-il un intérêt pour des populations ou, pour le dire très simplement, le respect de la femme, c'est pas trop ça. Une piste à explorer, intégrer des approches hybrides où certaines matières ou activités sont enseignées dans un cadre non mixte, tout en maintenant une mixité générale pour favoriser les interactions sociales équilibrées. Pour cette partie citation, je vais tout simplement vous lire un texte de Monsieur Clavé, partagé par Stéphane Edouard, que je suis de manière assidue, et que je trouve extrêmement intéressant et qui montre beaucoup de choses avec lesquelles je suis en accord entièrement. L'effet de Flynn, du nom de son concepteur, a prévalu jusque dans les années 1960, comme par hasard. Pardon, ça c'était de moi. Son principe est que le quotient intellectuel moyen ne cesse d'augmenter dans la population. Or, depuis les années 80, les chercheurs en sciences cognitives semblent partager le constat d'une inversion de l'effet Flynn et d'une baisse du QI moyen. La thèse est encore discutée et de nombreuses études sont en cours depuis près de 40 ans sans parvenir à apaiser le débat. Il semble bien que le niveau d'intelligence mesuré par les tests de QI diminue dans les pays les plus développés et qu'une multitude de facteurs puissent en être la cause. À cette baisse même contestée du niveau moyen d'intelligence s'ajoute l'appauvrissement du langage.
Je fais un tout petit arrêt. Nous avons parlé au tout premier épisode de la novlangue de 1984. Nous sommes toujours en plein dedans. Les mots disparaissent, les adjectifs disparaissent, ne veulent plus rien dire, on simplifie au maximum la langue. On est pleinement là-dedans. Je reprends. Les études sont nombreuses qui démontrent le rétrécissement du champ lexical et l'appauvrissement de la langue. Il ne s'agit pas seulement de la diminution du vocabulaire utilisé, mais aussi des subtilités de la langue qui permettent d'élaborer et de formuler une pensée complexe. La disparition progressive des temps, subjonctif passé simple, imparfait, forme composée du futur participe passé, donne lieu à une pensée au présent, limitée à l'instant, incapable de projection dans le temps. Je refais une pause, je vous parlais tout à l'heure des problèmes d'être uniquement dans l'immédiateté, de ne pas être capable de se projeter dans le futur, même proche, d'où l'intérêt déjà d'avoir des résolutions pour l'ensemble de l'année, de monter votre petite liste d'objectifs au moins sur l'année, et pourquoi pas de penser au moyen terme 2030 et à un plus long terme 2050. La généralisation du tutoiement, la disparition des majuscules et de la ponctuation sont autant de coups mortels portés à la subtilité de l'expression. Supprimer le mot mademoiselle est non seulement renoncer à l'esthétique d'un mot, à l'histoire d'un mot même, rajouterai-je, mais également promouvoir l'idée qu'entre une petite fille et une femme, il n'y a rien. Pensez au fait, je refais un stop, c'est à nouveau moi qui vous parle. Coucou, c'est moi. La disparition du terme damoiseau. Je ne sais plus dans quel épisode j'avais dit que plutôt que d'arrêter d'appeler les demoiselles mademoiselle, je préférerais largement que l'on puisse m'appeler à nouveau damoiseau, plutôt que de supprimer des mots de mon vocabulaire. Il n'en est point question. Je reprends. Moins de mots et moins de verbes conjugués, c'est moins de capacité à exprimer les émotions et moins de possibilités d'élaborer une pensée. Et encore une fois, mais tout est dans 1984. C'est juste que ce livre n'a pas du tout été compris par vous savez qui. Je reprends encore. Des études ont montré qu'une partie de la violence dans la sphère publique et privée provient directement de l'incapacité à mettre des mots sur les émotions. Sans mots pour construire un raisonnement, la pensée complexe chère à Edgar Morin est entravée, rendue impossible. Plus le langage est pauvre, moins la pensée existe. L'histoire est riche d'exemples et les écrits sont nombreux de George Orwell dans 1984 à Ray Bradbury dans Fahrenheit 451 qui ont relaté comment les dictatures de toutes obédiences entravent la pensée en réduisant et tordant le nombre et le sens des mots. Vous vous souvenez, là encore, je ne sais plus dans quel épisode, je vous disais que la nation est une notion qui est née à gauche et passée à droite. Et inversement, l'écologie est une notion née à droite et passée à gauche. Mais ça, comme on ne connaît plus ni l'histoire ni son dictionnaire, cela passe sous le tapis. Il n'y a pas de pensée sans mots. Comment construire une pensée hypothético-déductive sans maîtrise du conditionnel? Comment envisager l'avenir sans conjugaison au futur? Comment appréhender une temporalité, une succession d'éléments dans le temps, qu'ils soient passés ou à venir, en deux mots, avec un accent sur le A, n'est-ce pas, ainsi que leur durée relative, sans une langue qui fait la différence entre ce qui aurait pu, ce qui a été, ce qui est. Je pourrais même reprendre le catcher Bret Hart, best there is, best there was, best there ever will be. Bref, excusez-moi. Ce qui pourrait advenir et ce qui sera après, ce qui pourrait advenir soit advenu. Si un cri de ralliement devait se faire entendre aujourd'hui, ce serait celui adressé aux parents et aux enseignants. Faites parler, lire et écrire vos enfants, vos élèves, vos étudiants. Enseignez et pratiquez la langue dans ses formes les plus variées, même si elle semble compliquée, surtout si elle est compliquée, parce que dans cet effort se trouve la liberté. Ce qui explique à longueur de temps qu'il faut simplifier l'orthographe, purger la langue de ses défauts, abolir les genres. Pardon. Excusez-moi. Les temps, les nuances, tout ce qui crée de la complexité. Vous êtes les fossoyeurs de l'esprit humain. Il n'est point de liberté sans exigence. Il n'est point de beauté sans la pensée de la beauté. Il n'est pas de beauté sans la pensée de la beauté. Merci, monsieur Christophe Clavé. Dernière partie qui sera courte, comme le mot presbytère est un terme qui prête à sourire par sa sonorité,
mais il n'a rien de particulièrement loufoque, il désigne simplement la maison où réside un curé catholique ou un pasteur protestant. On le nomme également maison curiale, et non, cela n'a rien à voir avec le fait de se curer quoi que ce soit, rassurez-vous, ils ne sont point nombrilistes la plupart du temps, bien qu'ils soient des hommes et non parfaits. Attention toutefois à ne point confondre presbytère avec presbytie. Les curés et pasteurs, malgré leur sagesse, souvent attribuée à l'âge, ne sont pas nécessairement presbytes, ils sont même plus fréquemment myopes à force de lire de près les textes sacrés sous une faible lumière, Me vient alors à l'esprit l'image d'un curé sous sa couette lançant désespérément des lumos de faible envergure afin de lire. Voilà, si vous connaissez Harry Potter, vous savez à quoi je fais allusion. Ce sorcier finalement peu talentueux lorsque l'on voit sa difficulté à garder sa baguette, et je parle bien de sa baguette, allumée et sa braguette bien fermée, aucun jeu de mots grivois à moins que... Ainsi, si l'on croise un homme d'église plissant les yeux sur son missel, ce n'est pas pour mieux voir son presbytère au loin, mais plutôt parce qu'il aura oublié ses lunettes. Voilà donc un mot rigolo, mais sérieux avant tout, dont le seul rapport avec la vue est qu'il abrite ceux qui tentent d'ouvrir les yeux de leur communauté sur les cieux, à condition qu'ils y voient clair eux-mêmes. Conclusion de notre 10e épisode. Parents, votre rôle est d'inculquer des valeurs saines, de laisser vos enfants être naturellement curieux d'apprendre, enrichir leur monde, veiller à leur sommeil, alimentation, temps d'écran, etc. Communiquer avec leurs enseignants. Notre rôle à nous, enseignants, il est bon de le rappeler chaque fois, est avant tout d'aider à la formation des valeurs saines et naturelles, et en premier lieu, la curiosité. Plus tard, majeurs, s'ils veulent faire leur choix personnel en responsabilité avec une base solide que nous leur aurons inculquée, ainsi qu'un esprit critique affûté tel une lame de rasoir, ils le feront, mais l'un de nos nombreux rôles est de protéger l'enfance dans son innocence. Donnons-leur du savoir, apprenons-leur à être avec l'aide de leurs parents et de l'ensemble de la communauté éducative. Et enfin, ce sera notre plus bel objectif, à savoir devenir. Retrouvons une communauté éducative soudée, cessons avant tout de nous tirer dans les pattes, nous valons mieux que cela. Force, intelligence, culture, spiritualité, nature, honneur.